Melkorka! Melkorka! Jotan! Nous sommes au IXe siècle. Findan et sa sœur Melkorka viennent d'être capturés par les Vikings. Les voici devenus esclaves. La traite des êtres humains est un commerce lucratif pour les hommes du Nord. Ils écoulent leurs marchandises de l'Islande jusqu'à Bagdad. Des milliers d'hommes et de femmes perdent ainsi la liberté. Les vestiges d'anciens comptoirs vikings montrent la place de l'esclavage dans les sociétés scandinaves. Leur découverte ouvre une fenêtre sur ce sombre chapitre de l'histoire européenne. Au IXe siècle, l'Irlande est divisée en une multitude de petits royaumes. Findan appartient à l'aristocratie guerrière et s'entraîne chaque jour au combat, car les affrontements entre clans rivaux sont monnaie courante. Findan, il appartient à une famille aristocratique de l'Irlande. Pas au sommet, il n'est pas au sommet, mais il appartient quand même à ces élites irlandaises. J'imagine qu'il était habile combattant. Son père était un homme assez important pour se quereller avec d'autres chefs de clan. Findan a réellement existé. L'histoire de sa vie nous est parvenue sous la forme d'une biographie rédigée par un moine probablement vers le Xe siècle. Un document précieux et riche d'enseignements. La bibliothèque cantonale de Saint-Gall, en Suisse, conserve l'une des plus anciennes copies de la Vita Findani. Elle témoigne d'une existence tragique et riche en aventures. Je considère la Vita Findani comme parfaitement authentique. Le moine qui l'a écrite devait connaître personnellement Findan, parce qu'on trouve dans ce récit des phrases en vieil irlandais, mais également une foule de détails sur l'Irlande et l'Écosse qui paraissent tout à fait crédibles. Je pars donc du principe que c'est un témoignage fidèle de la vie en Irlande à l'époque des Vikings. La vie de ce guerrier devenu moine, puis vénéré comme bienheureux, a sans doute paru digne d'être consigné par écrit à ses contemporains. Selon la tradition, ses ossements reposeraient ici, à l'abbaye de Reinau. Si on en croit sa biographie, Findan avait une sœur. On guérissait les hommes avec des incantations, des plantes et des opérations chirurgicales. La pratique médicale était liée au surnaturel et au pouvoir divin. Les soins médicaux étaient surtout une affaire de femmes. Elles savaient panser les plaies et connaissaient les remèdes qui guérissent. Il est probable qu'on sous-estime ce type de savoir. Findan et Melkorka sont chrétiens. Mais leur rituel de guérison porte encore la trace de traditions païennes venues du fond des âges. La Vita Findani ne mentionne pas le nom de la sœur de Findan. Seule certitude, elle a été capturée par les Vikings. Nous avons imaginé sa destinée à partir d'une œuvre littéraire médiévale, la saga de Laxdela, ou saga des gens du Val au saumon. Ce récit met en scène une Irlandaise qui a beaucoup de points communs avec la sœur de Findan. Elle s'appelle Melkorka. Le village de Findan et de Melkorka se trouve dans la zone d'incursion de marins venus de Scandinavie. Avec leurs bateaux à fond plat, particulièrement rapides et maniables, les Vikings remontent les fleuves et attaquent par surprise les populations.
Ils pillent les villages et les monastères irlandais en quête de bijoux et d'objets précieux. Mais leur butin de prédilection, ce sont les êtres humains. Ce sont des pillards ou des pirates à temps partiel. La plupart possèdent des terres en Scandinavie. Pendant l'automne, l'hiver et le printemps, ils s'occupent du travail des champs et pratiquent la pêche. Et puis, en été, ils partent en expédition pour compléter leurs revenus, avant de retourner chez eux pour les récoltes. L'Irlande n'est pas leur seule cible. Ils se répandent dans toute l'Europe. En Russie, ils remontent les fleuves loin vers l'intérieur des terres. Dans le centre de l'Europe, la mort de Charlemagne annonce la dislocation de l'Empire carolingien. Dans les îles britanniques, et notamment en Irlande, les Vikings sont assurés de trouver de riches butins. Tout d'abord, le climat est plus clément que dans la plupart des régions de Scandinavie. Deuxièmement, c'est une terre de monastères prospères qui possède des trésors. Troisièmement, et c'est un point essentiel, ces petits royaumes irlandais sont en conflit perpétuel et ils cherchent constamment des alliés. C'est un matin comme tous les autres. Findan part à la chasse. Melkorka reste au village avec sa famille. Au IXe siècle, les raids vikings s'intensifient sur le sol irlandais. La stratégie est bien établie. Les Vikings exploitent les points faibles de l'adversaire et misent sur l'effet de surprise. Les Vikings repèrent les côtes à l'avance et cherchent les points où de tout petits groupes d'hommes, les équipages d'un ou deux navires, vont pouvoir attaquer et repartir très vite. Pour avoir une chance d'avoir la vie sauve, il vaut mieux avoir de la valeur aux yeux des Vikings. Il était difficile de réduire les hommes libres en esclavage, parce qu'ils appartenaient à la caste des guerriers et se défendaient. Les moines et les femmes étaient sans doute plus faciles à capturer. Lorsque Findan revient de la chasse, il trouve son village dévasté. Il ne voit d'abord aucun survivant. Puis il entend un râle. Rogavsel Melkorka. Foriglas Argad on Arsenclain the Covala. Eric Giahanakel. Eric! Eric! La pratique de la rançon est alors courante, et le vœu du père de Findan a toutes les chances d'être exaucé. C'était une jeune femme issue d'une famille aisée. Ses parents étaient prêts à payer une rançon pour la récupérer aussi vite que possible, avant qu'elle ne soit déshonorée. Devenir esclave était quelque chose de terrible. D'abord parce qu'on était à la merci de sévices physiques. On pouvait être battu ou violé. Ensuite, parce que le simple fait de perdre son statut de personne libre pour devenir esclave était une tragédie.
J'imagine que beaucoup de gens préféraient encore mourir plutôt que de perdre leur liberté. Il reste une lueur d'espoir pour Melkorka. Le seul but des Vikings est de s'enrichir, et la capture contre rançon est un commerce lucratif. La rançon est la solution idéale pour les deux parties en présence. Il n'est pas nécessaire de transporter le captif très loin et la famille peut le récupérer relativement rapidement. D'un point de vue pratique et financier, il est bien plus intéressant de pratiquer la rançon que d'emmener les gens au loin pour les vendre. D'abord parce que c'est coûteux, les captifs sont des bouches à nourrir, et il faudra peut-être aussi les vêtir. Ensuite parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Va-t-on réussir à les vendre? Ne vont-ils pas mourir en chemin? Et puis, supporteront-ils l'esclavage? On trouve encore des traces de ce trafic d'êtres humains à l'embouchure de la Sour, dans le sud-est de l'Irlande. Le site de Woodstown est un témoignage majeur sur les bases d'opérations vikings en Irlande. En 2003, lors de travaux d'aménagement d'une route, on a découvert ici les vestiges d'un long fort viking, un comptoir naval fortifié. Il se trouve aux confins de 3 royaumes irlandais rivaux, un emplacement stratégique. Les Vikings ont exploité les divisions entre les royaumes irlandais avec beaucoup d'habileté. C'est ce qui leur a permis d'établir des bases sur la côte. Il ne s'agissait pas d'un campement temporaire. Lors des fouilles, on a mis au jour de grandes quantités d'objets en argent, mais aussi des balances et des poids, témoins d'un commerce florissant de biens de luxe et d'esclaves. Au départ, les équipages qui se sont établis sur les côtes et qui ont installé là des marchés aux esclaves constituent une menace pour la population locale. Mais assez vite, ils deviennent une puissance avec laquelle il faut composer. Les Irlandais vont élaborer des stratégies pour s'accommoder de leur présence, des modes de coopération ou de partage des biens produits localement. Qu'il y a pu avoir très tôt, dès les années 1840, il y a pu y avoir des alliances ou du moins des compromis réciproques. Le trafic d'esclaves est un facteur de développement économique. Les établissements vikings deviennent bientôt des comptoirs, puis des villes. Ainsi, Dublin a peut-être abrité l'un des plus grands marchés aux esclaves d'Europe. Dans cette seconde phase, il ne s'agit plus seulement de captifs irlandais. On amène dans ces comptoirs des esclaves venus d'ailleurs. L'Irlande devient alors une plaque tournante de la traite des êtres humains. Findan retrouve les Vikings qui ont capturé sa sœur. Melkorka! Melkorka! Fiontan! Wat dan nu? Wat viel het? Shishi Musea, Musea. Skal vi frysa maien? Har Ernog stil frys? Ikke dette med her. Hun min. Gwydden dŵf, no soier. Ni'n sagt yn feit sio. Alaion yn verden haned. Rien ne se passe comme prévu. Les Vikings s'emparent de Findan,
conserve la rançon et ne libère pas Melkorka. Le chef a manifestement d'autres plans pour la jeune femme. On peut imaginer qu'elle est assez jeune et plutôt jolie. Et elle est certainement en bonne santé. Donc elle est capable de travailler. Ou peut-être de rendre d'autres services à son maître. Quand vous étiez esclave, vous n'aviez aucun droit. Vous étiez le bien de quelqu'un d'autre. Vous n'étiez pas une personne au même titre qu'un homme libre. Vous ne pouviez décider de rien, ni de l'endroit où vous viviez, ni du travail que vous deviez exercer. Le maître faisait ses choix à votre place. Le sort de Melkorka est entre les mains de ses maîtres. Dans son malheur, elle a un atout, sa connaissance des remèdes qui guérissent. Ses nouveaux maîtres repèrent rapidement cette compétence. Les connaissances de Melkorka pourraient leur être utiles. Melkorka décide de ne plus prononcer une parole. C'est un véritable acte de résistance, parce que l'homme qui voudra la vendre va devoir admettre qu'elle a un défaut. En l'occurrence, qu'elle ne parle pas. Il est possible que Melkorka ait été emmenée dans les environs du fjord d'Oslo, sur le territoire actuel de la Norvège. La région est alors l'un des centres du pouvoir viking. L'archéologie permet de découvrir nombre de secrets enfouis. Les techniques de prospection géophysique jouent un rôle essentiel dans ces découvertes. Le géoradar permet d'explorer le sol jusqu'à 3,50 m de profondeur. On recueille ainsi une quantité considérable de données sans avoir à creuser et sans risquer de détruire les vestiges. L'élite viking était enterrée sous des tumulus monumentaux. Mais ces tertres n'ont pas résisté au temps. Les populations locales ont déterré les matériaux, les champs ont été nivelés et labourés. Mais aujourd'hui, grâce au radar, on peut localiser les derniers vestiges de ces tombeaux. En 2018, près de Yellowstad, les archéologues de l'Institut Ludwig Boltzmann de Vienne et de l'Institut norvégien NICU ont fait une découverte sensationnelle. Un navire viking enterré à 50 cm de profondeur. La partie inférieure s'est conservée. Le radar nous permet de distinguer la quille et les planches latérales. Je pense que le pont n'a pas été entièrement préservé, mais on voit encore un bout du mât. Les données recueillies permettent de déterminer les contours et la taille du navire. La dernière découverte comparable en Norvège remonte à 1904. Le plus sensationnel, c'était la taille de l'embarcation. Elle mesure 20 mètres de long et se trouve à l'intérieur d'un cercle. Donc c'est un bateau-tombe de l'âge viking. On va devoir faire des fouilles et j'espère qu'on trouvera du bois préservé. On pourrait en tirer des informations sur l'origine du matériau et sur l'endroit où a été construit le bateau. Et on pourrait aussi le dater précisément. Ce serait formidable. Les bateaux-tombes étaient réservés à l'élite des sociétés scandinaves. Les morts emportaient leurs biens les plus précieux avec eux, jusque dans l'au-delà. Les fouilles commencent en 2019. Au départ, l'équipe norvégienne ne trouve que du bois décomposé, réduit à l'état de poussière.
On est à 60 cm de profondeur. Ici, on voit les restes d'un bordage qui monte en diagonale. Et là, un joint. Ensuite, une nouvelle planche qui chevauche la première, un joint, encore une planche, et ainsi de suite jusqu'en haut. Le bois a disparu aujourd'hui, mais on voit très nettement les empreintes. Et tous les clous sont encore là. Un sondage montre que la quille du navire a été préservée. Ça, c'est du bois. Ce vestige fait écho à deux autres découvertes sensationnelles faites à Gokstad et Oseberg. Les deux bateaux-tombes enfouis dans une couche de vase ont été particulièrement bien préservés. Ils constituent de magnifiques témoignages de la virtuosité technique et artistique de leurs constructeurs. Devenu esclave, Findan est tondu et revendu à plusieurs reprises. Il devient enfin la propriété d'un viking qui souhaite rentrer chez lui. Certains vikings de l'élite avaient des esclaves personnels. C'est peut-être le sort qu'a connu Findan. Il est possible qu'il ait été acheté, au moins temporairement, pour être utilisé comme domestique. Par exemple, pour servir lors des festins, pour verser de la bière ou du vin, selon le souhait des convives. Le maître de Findan est peut-être originaire de Borø, à l'ouest du fjord d'Oslo. Ce cimetière de l'époque viking compte une importante collection de tumulus. C'est ici que les sociétés locales célébraient autrefois leur culte. Les prospections archéologiques montrent des structures enfouies dans le sol. L'emplacement de trous de poteaux permet de reconstituer plusieurs maisons longues de l'époque viking. L'une d'entre elles mesure 47 mètres de long et couvre une surface de 650 mètres carrés. L'élite viking se réunissait dans des édifices comme celui-ci. Ces structures sont contemporaines de la période la plus active des Vikings sur la côte sud de Norvège. À ce moment-là, ils entreprennent des expéditions d'envergure. C'est aussi de cette époque que datent les bateaux-tombes qu'on a retrouvés à Gokstad et à Oseberg. C'est vraiment un sommet de la civilisation viking dans cette région. On enregistre alors un nombre record de raids et d'incursions, et on voit arriver des esclaves qui viennent des différentes régions attaquées. Les fouilles se concentrent maintenant sur les environs de la Maison Longue. Après des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, les archéologues parviennent enfin au niveau archéologique de l'époque viking. Des zones de terre noire, des ossements et des pierres de forme étrange. On dirait des os d'animaux. Vous avez trouvé autre chose? Un fragment long et un autre courbé. Ça, c'est un fragment d'articulation. Ce sont sans doute des ossements animaux. Manifestement, ils ont été exposés à une chaleur intense. On est sûrement en présence d'une fosse à cuire. Les esclaves creusaient un trou, puis ils tapissaient le fond de pierres brûlantes, ils déposaient la viande dedans et recouvraient le tout de pierres brûlantes. Et en 3 ou 4 heures, la chair était à point et on pouvait la servir dans la maison longue, au festin des seigneurs. L'image de la société viking apparaît de plus en plus clairement. Au plus bas de l'échelle, on trouve les esclaves, et au sommet, le jarl, le chef. Les maisons longues sont les lieux de rencontre de l'élite guerrière. Ici, on rend hommage aux ancêtres, on forme des alliances, on tranche des disputes territoriales et on organise des raids. Quand on est puissant et qu'on veut le rester,
Il faut inviter de nombreuses personnes chez soi, les nourrir, leur donner à boire, leur offrir des présents. À l'époque viking, on n'aurait pas eu l'idée de cacher son argent en Suisse. Il fallait au contraire en faire étalage. Quel est le rôle des esclaves dans le fonctionnement de la société viking? Il devait y avoir énormément d'esclaves dans la région de Borø pour entretenir ces structures, et ce, tout au long de l'année. Il fallait accumuler une quantité considérable de terre pour ériger un tumulus. C'était une entreprise de longue haleine qui demandait énormément de travail. Et bien sûr, c'était une tâche réservée aux esclaves. Certains chercheurs estiment que les sociétés scandinaves étaient composées à 25% d'esclaves. Les fermes devaient continuer à fonctionner en l'absence des hommes partis en expédition. Mais au début du Moyen Âge, l'esclavage est bien présent en d'autres points de l'Europe. L'usage des chaînes, des entraves de fer est largement attesté à l'époque romaine. Et on les voit réapparaître au cours de la période viking. On peut en conclure que le commerce d'esclaves est un aspect important de ces deux périodes. Le prix de la main-d'œuvre humaine était très élevé au Moyen Âge. Donc on essayait de la garder au maximum pour son propre usage. On achetait des gens ou on les empêchait d'aller et venir pour les obliger à travailler pour soi. Il y a un marché des esclaves qui n'est pas uniquement le fait des Vikings, mais également des Francs qui ont participé également à la capture des esclaves. De ce point de vue, le monde viking n'était pas complètement différent du monde chrétien sur l'autre rive de la mer Baltique. L'archevêque de Hambourg avait également des esclaves. Les esclaves des Vikings n'ont aucun droit. Ils sont à la merci de leur maître. Un maître peut battre un esclave à mort ou le tuer pour le punir d'une faute commise, sans que personne n'y trouve à redire. En revanche, si on tue l'esclave d'un autre, il faut en payer le prix, parce qu'on a porté atteinte à la propriété d'autrui. L'île de Man se trouve entre l'Angleterre et l'Irlande. Des vestiges dégagés ici dans les années 1940 éclairent le statut et le destin des esclaves au sein des sociétés vikings. Dans un bateau-tombe, on a découvert la dépouille d'un viking de haut rang. Le tumulus contenait également le squelette d'une jeune femme. Elle avait eu le crâne fracassé, manifestement peu avant les funérailles. Elle a été enterrée dans la partie supérieure du tumulus, alors qu'elle était déjà dans un état de rigidité cadavérique. Donc elle a dû être mise de côté pendant qu'on décorait magnifiquement la tombe, avec l'épée du guerrier et divers objets de métal. Puis elle a été placée sans égard au milieu du monticule. Il est probable qu'il ne s'agissait pas d'une épouse ou d'une proche, mais d'une domestique. Cette découverte macabre correspond au récit d'un voyageur arabe, Ibn Fadlan. Il décrit dans le détail le sacrifice d'une jeune esclave lors des funérailles d'un chef viking. C'était peut-être une façon de faire étalage de sa prospérité. On voit bien dans le récit d'Ibn Fadlan que les biens du mort sont exposés aux visiteurs. Et l'archéologie le confirme. L'idée était de montrer l'étendue de ses richesses aux gens venus assister aux funérailles. Si on le pouvait, on n'hésitait pas à mettre plusieurs chevaux, un esclave ou des collections de bijoux ou d'autres biens précieux dans la tombe. C'était une façon de dire « Regardez, on est tellement riche qu'on peut se permettre de jeter tout ça ». Le navire dans lequel se trouve Findan fait escale dans les Orcades, au nord de l'Écosse. L'archipel est une base importante pour les Vikings et un point de rencontre. C'est ici que le destin de Findan va basculer. La majeure partie de l'équipage est partie en expédition dans l'île. Seuls quelques hommes restent près du bateau. Arrivent alors les éclaireurs d'un autre groupe viking. Waar helst?
La conversation roule sur les vents et les itinéraires quand soudain, la situation dégénère. C'est une question d'honneur. Si quelqu'un a porté atteinte à votre famille en tuant l'un de ses membres, vous devez faire subir le même outrage à sa famille. Sinon, vous êtes moins honorable que lui. Dans un combat de ce type, un esclave qui appartient lui-même à l'élite guerrière n'a sans doute pas d'autre choix que d'intervenir aux côtés de l'équipage de son navire. Le texte dit assez explicitement qu'il ressentait le besoin d'être loyal à son maître. Je crois que c'est un sentiment qu'on retrouvait chez de nombreuses personnes réduites en esclavage. Le maître de Findan sort vainqueur de l'escarmouche. Pour remercier son esclave de lui avoir sauvé la vie, il se montre étonnamment magnanime. Son maître est convaincu que Findan s'est rallié à sa cause et qu'il est désormais loyal à son oppresseur. On pourrait dire que c'est l'un des premiers exemples du syndrome de Stockholm. L'équipage pleure un mort, un simple guerrier. Dans ces circonstances, on s'attendrait à ce qu'il soit simplement incinéré. Mais on lui rend tous les honneurs dus aux combattants vikings. Findan peut désormais se déplacer à sa guise. Il songe à profiter de la situation. Va-t-il rester près de ce maître, qui lave et peigne le mort pour le préparer à son voyage vers l'au-delà? Ou va-t-il choisir la liberté? Il doit quitter cette île s'il veut échapper à ses maîtres qui vont se lancer à sa poursuite. D'où il s'est réfugié, il voit que la mer est assez agitée. Mais s'il veut atteindre l'île qu'il voit au loin, il n'a pas le choix. Il va devoir couvrir une grande distance à la nage. Alors, il se met à prier Dieu et il se jette à l'eau. Et selon le récit de la Vita Findani, ses vêtements lui permettent miraculeusement de flotter. Et il glisse sur les vagues jusqu'à la grande île. Findan se retrouve seul dans un lieu hostile qui semble inhabité. Dans sa détresse, il jure de faire un pèlerinage à Rome et de consacrer sa vie à Dieu s'il lui accorde de vivre. Au bout de 3 jours, il rencontre enfin des hommes, des chrétiens des Orcades qui lui sauvent la vie. Les Vikings sont des pilleurs, mais aussi d'habiles commerçants. L'île de Björkö, sur le lac Mälar, abrite les vestiges d'un grand comptoir viking, Birka.
Le petit centre urbain est entouré d'environ 3000 tumulus. Au 9e et 10e siècle, Birka est un comptoir prospère et cosmopolite. Ici, toutes les religions se côtoient. C'était vraiment un lieu international. Certaines personnes aimaient se faire remarquer. Elles portaient par exemple de petites pièces de verre cousues sur leur manteau. On échange ici des biens venus du monde entier, depuis l'ambre et les peaux des pays du Nord à la soie venue de Chine. On a même retrouvé une statue de Bouddha dans les environs. Et le commerce des esclaves est florissant. On a retrouvé des objets qui témoignent du trafic d'esclaves, des fers qu'on plaçait autour du cou ou sur les chevilles des captifs. Ces entraves ont été découvertes aussi bien dans les habitations de la ville basse qu'en haut, dans la forteresse. On a récemment découvert qu'on fabriquait également à Birka des objets de grande valeur. Les fouilles ont montré qu'on produisait ici de nombreux bijoux. Et selon nous, ils n'étaient pas fabriqués par les Vikings, mais par des artisans capturés un peu partout dans leur zone d'opération. Des captifs qu'ils avaient asservis pour exploiter leurs compétences. Le secteur de Birka a été étudié dans le cadre d'un projet de recherche mené sur plusieurs années. On a notamment tenté de reconstituer le plan et le fonctionnement du comptoir. Sur les relevés topographiques effectués par balayage aérien, on reconnaît aisément les tumulus. Mais à l'emplacement des anciennes habitations, on ne voit plus que des champs. Le géoradar permet de faire apparaître les structures enfouies dans le sol. Mais ces images sont sujettes à interprétation. Une forme carrée peut ainsi être une maison avec un foyer. Wolfgang Neubauer voit dans ses derniers relevés un mur de fortification jusqu'alors inconnu. On a ici le champ de tumulus, et là le mur de délimitation. Et voici le mur qui est apparu récemment. Il ferme toute la zone du port. À l'intérieur, on a de toutes petites maisons. C'est quelque chose qu'on ne s'attendrait pas à trouver derrière des remparts. On dirait que tout ce secteur était clos. Pour moi, ça ne ressemble pas à un quartier d'habitation proto-urbain, mais à une grande prison. Selon l'archéologue, Birka recelait en son cœur un espace fermé. On y gardait les esclaves qui travaillaient à des tâches spécialisées. Si l'hypothèse est exacte, elle remet en cause tout ce qu'on croyait savoir sur cette ville. Il y avait certainement de la main-d'œuvre au sein de la ville. Mais on ne peut pas en conclure que les esclaves étaient consignés dans des quartiers à part sans pouvoir se déplacer. Je pense qu'il s'agit d'une représentation d'aujourd'hui plaquée sur l'âge des Vikings. À mon sens, cela ne reflète pas la réalité de l'époque. Quoi qu'il en soit, les esclaves ayant des compétences particulières ont plus de chances d'améliorer leur sort. Dans la société viking, les esclaves peuvent très facilement passer d'un échelon à l'autre. Ils peuvent être affranchis et à partir de là progresser au sein de la hiérarchie sociale et aller parfois très haut. Ainsi, à Birka, on a l'exemple d'un esclave affranchi qui est quasiment devenu l'administrateur de la région. Qu'est-il arrivé à Melkorka? Ses connaissances de guérisseuse l'ont-elles aidée ou s'est-elle retrouvée esclave dans une ferme? Il est probable qu'elle a subi des violences sexuelles comme de nombreux esclaves. Comme son frère, elle a peut-être été revendue à de multiples reprises. Les routes de la traite humaine traversent l'Europe de part en part. Les principaux acquéreurs se trouvent dans deux grandes civilisations du Sud-Est, l'Empire byzantin et le monde arabe.
On sait que le monde arabe était un débouché important grâce aux nombreux dirhams, aux nombreuses monnaies retrouvées en Scandinavie. Et la plaque tournante de ce commerce était Constantinople. Les habitants du nord de l'Europe étaient appréciés pour leur robustesse et leur force, et aussi pour leur beauté, notamment les femmes. Elles pouvaient être vendues pour servir d'ornement. Les Slaves des Balkans sont aussi victimes de ce trafic. Leur nom aurait même donné le terme d'esclave. Il y avait une forte proportion de Slaves parmi les esclaves du monde arabe, notamment en Espagne et en Afrique du Nord, à tel point que les auteurs du monde arabe s'en plaignaient. Ils trouvaient que les Slaves étaient trop nombreux, et en plus, ils grimpaient sur l'échelle sociale. Ils occupaient de plus en plus de postes importants dans la société islamique. Dans la saga de l'Axdela, Melkorka se trouve chez un marchand d'esclaves des rives de la Baltique, avec d'autres compagnes d'infortune. Le pire des risques qu'on courait dans cette situation, c'était de mourir. On faisait peu de cas des esclaves. Et le sort le plus enviable, c'était de devenir esclave de confiance dans une maisonnée, d'être domestique plutôt que d'être commis aux travaux agricoles. Un riche viking nommé Höskuldr désire acheter Melkorka. Je pense qu'il veut s'acheter une femme. Il est prêt à la payer 3 fois le prix normal d'une esclave. Il veut la plus belle des femmes, et il couche d'ailleurs avec elle dès le premier soir. Donc il est clair qu'il l'a achetée dans ce but. Höskuldr et Melkorka se sont déjà rencontrés dans le bateau qui emportait la jeune femme loin de l'Irlande. Elle avait alors pansé sa blessure. Il va l'emmener en Islande, où il est établi avec sa famille. Pour elle, c'est la dernière étape d'une terrible odyssée. Avant l'âge des Vikings, l'Islande était pratiquement inhabitée. Les colons venus de Scandinavie ont imprimé leur marque sur l'île. Ils sont venus dès le IXe siècle en quête de terre et d'une vie meilleure. On peut décrire ces colons comme des entrepreneurs. Ils sont venus de Norvège ou des îles britanniques et on peut imaginer qu'ils ont apporté un grand nombre d'esclaves pour établir ces domaines agricoles sur le pourtour de l'île. L'Islande est une terre inhospitalière. Les colons s'approprient de vastes domaines isolés qui ont besoin de nombreux esclaves pour fonctionner. Höskuldr installe Melkorka dans sa ferme. La maîtresse des lieux, c'est son épouse. Traditionnellement, ce sont les femmes qui administrent les domaines, notamment quand les hommes sont en expédition. Jorunn sait bien que Melkorka est la concubine de son mari. Pour garder l'œil sur la jeune femme, elle en fait sa domestique personnelle. Jorunn est une maîtresse de maison très compétente. C'est son rôle de diriger le domaine familial, notamment tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et ce qui la perturbe, ce n'est pas tant que son mari est une concubine, c'est qu'il l'installe dans la maison. La saga nous dit aussi que Höskuldr doit se sentir un peu coupable, parce qu'une fois revenu chez lui, il partage la couche de sa femme tous les soirs. Melkorka est à la merci des désirs d'Höskuldr, mais elle subit aussi les brimades de sa maîtresse.
La situation s'aggrave encore lorsque Melkorka tombe enceinte de Skuldre et donne naissance à un garçon. Melkorka n'a pas oublié qu'elle est une aristocrate irlandaise. Après cette esclandre, il est clair que Melkorka et son fils ne peuvent rester dans la maison. Mais où Skuldre peut-il les installer? On a retrouvé en Islande des témoignages archéologiques sur des femmes comme Melkorka. En 1938, une tombe de l'époque viking a livré les restes d'une jeune femme. Les fragments de textile montrent qu'elle portait un vêtement bleu. Le laboratoire du Musée national d'Islande a récemment analysé ces ossements. L'étude a permis de dresser un portrait plus précis de la dame en bleu. La signature isotopique a montré qu'elle n'était pas née en Islande. On ne peut pas dire avec certitude d'où elle venait. Mais il est probable qu'il s'agissait d'une terre non basaltique, comme les îles britanniques. L'analyse a aussi permis de voir qu'elle avait changé de régime alimentaire entre l'âge de 5 et 10 ans. Avant cela, elle consommait principalement de la viande et des protéines d'animaux terrestres. Mais à un moment donné, elle s'est mise à manger des produits de la mer. Ce changement de régime semble coïncider avec son arrivée en Islande. Le mobilier funéraire montre qu'elle était relativement fortunée. Le tissage de ses vêtements comporte des éléments celtiques, un autre indice d'une possible origine irlandaise. Ces pierres de touche servaient à éprouver la qualité de l'argent. La dame en bleu aurait-elle été enlevée enfant avant de gravir les échelons de la société? Elle était peut-être négociante ou marchande, mais il est aussi possible qu'elle ait été une simple domestique, chargée de certaines responsabilités. Dans cette situation, elle pouvait tout à fait posséder des biens matériels. Les études génétiques montrent que la population islandaise est principalement d'origine scandinave et celtique. Cette double ascendance s'explique par l'esclavage, mais aussi par les mariages entre Irlandais et Scandinaves qui deviennent monnaie courante à l'époque viking. Après la querelle avec son épouse, Skuldre installe Melkorka et leur fils Olaf dans une petite maison à l'écart de la ferme. Melkorka est encore esclave, mais pour la première fois depuis sa capture en Irlande, elle accède à une certaine indépendance. Son frère Findan a promis de consacrer sa vie à Dieu s'il parvenait à s'échapper. Il accomplit son serment et part en pèlerinage. Après quelques années dans les Orcades, il entame un long voyage à pied vers Rome. Il repart ensuite vers le nord et parvient au cœur de l'actuel territoire de la Suisse. Findan trouve refuge à l'abbaye de Reinau. Il a décidé de devenir moine. Le guerrier qui a vécu enchaîné cherche la paix et la liberté intérieure derrière les murs d'un monastère. Il est certain que la captivité devait être traumatisante. Le fait que Findan se retire dans la solitude monastique est très certainement le signe d'un grave traumatisme. Findan passe les 22 années suivantes de sa vie dans une cellule monastique en ascète. Il vit enfermé jour et nuit, manifestement emmuré vivant de son plein gré. Le fait de vivre emmuré peut être comparé à des formes d'ascèse telles qu'on en connaît aujourd'hui en Asie, comme les yogis qui se retirent dans les montagnes et consacrent leur existence à la méditation. Des pèlerins viennent leur rendre visite et leur demander conseil. On peut replacer ce choix de vie dans ce genre de tradition.
Les moines étaient nourris, logés et vêtus. Ce n'était pas une existence difficile comparée à d'autres. Un guerrier risquait de mourir en permanence, et un paysan menait une vie de rude labeur. Le monastère était pour certains l'assurance d'un quotidien plus agréable. Pendant 3 siècles, les Vikings ont déferlé sur l'Europe et marqué son histoire. Ils s'y sont même taillés de véritables territoires, comme le duché de Normandie. Ce premier âge des Vikings se termine vers le milieu du XIe siècle avec la naissance de structures étatiques. Les chefs vikings deviennent rois. La christianisation continue de gagner du terrain, y compris en Scandinavie. Est-ce la fin de la traite des êtres humains? Tous les hommes sont égaux devant Dieu. Donc à terme, on ne peut plus traiter les esclaves comme des bêtes de somme, par opposition aux hommes libres qui auraient le statut de vraies personnes. Il ne faut pas oublier l'institution du servage. Pendant l'âge des Vikings, on vendait ses esclaves parce qu'on n'avait pas besoin de main-d'œuvre. Mais au fil du temps, on voit apparaître des structures étatiques plus stables. Et on ne vend plus les gens. On les établit sur une terre et on les fait travailler. L'esclavage n'a pas disparu, il a simplement pris une autre forme. Findan a échappé à l'esclavage, et la Melkorka de la saga de Laxdela s'en est accommodée au mieux. Nous ne savons pas ce qu'est devenue la véritable sœur de Findan. La traite des êtres humains existe encore aujourd'hui à travers le monde, sous de multiples formes.